Le 25 décembre 1944, nuit de Noël, dans la forêt gelée des Ardennes, près de la rivière Sauer, à Echanach, au Luxembourg, des soldats allemands de la 212e division Volksgrenadier traversaient un pont en bois. D'autres pagayaient dans de petites embarcations en caoutchouc sur l'eau noire et glacée. La température était tombée sous zéro. La glace recouvrait les berges. Ces hommes avançaient avec assurance malgré le froid mordant. Le ciel bas et nuageux, qui avait cloué les avions alliés au sol pendant des jours, enveloppait encore le champ de bataille. Aucun observateur américain d'avant-garde ne pouvait les repérer dans l'obscurité. Selon tous les calculs appris à l'entraînement, ils échappèrent à un tir d'artillerie précis. Soudain, le ciel au-dessus d'eux s'embrasa. Des obus explosèrent à 30 pieds au-dessus de leur tête, sans aucun signe avant-coureur. Pas de sifflement d'approche, pas le temps de se jeter à terre. Les projectiles fichetaient plus fat que le son. La première chose que ces soldats entendirent fut la détonation elle-même, suivie d'une averse d'éclats d'acier brûlant qui s'abattirent droit sur leur rang. Les hommes sur le pont furent fauchés sur place. Ceux dans les bateaux chavirèrent dans la rivière gelée. Certains rescapés de la première salve se jetèrent à l'eau, préférant risquer la noyade à l'arme cauchemardesque qui les massacrait du ciel. Les obus continuaient de pleuvoir, explosion après explosion au-dessus d'eux. Chaque déflagration projetait des milliers de fragments métalliques acérés vers le bas. Au matin, l'infanterie américaine comptait les cadavres le long de la rive. Les corps gelés gisaient éparpillés sur le pont, emmêlés dans les débris des bateaux pneumatiques, à moitié engloutis sur la berge glacée. Les soldats du 10e régiment d'infanterie, sous les ordres du colonel Robert Bell, y virent un cadeau de Noël pour les Allemands. Le général George Patton, à la tête de la 3e armée, leur donna un nom différent et inoubliable, la drôle de fusée. Dans une lettre adressée peu après au major général Levin H. Campbell, Jr., chef de l'ordnance de l'armée, Patton relata les faits survenus à la Sauer. La nouvelle obus à drôle de fusée est dévastatrice, écrivit-il. Nous avons surpris un bataillon allemand qui tentait de franchir la Sauer avec un tir de concentration et en avons tué 700 par comptage exact. Je pense qu'une fois que toutes les armées disposeront de cet obus, il faudra inventer une nouvelle façon de faire la guerre. Je suis ravi que vous y ayez pensé les premiers. Patton affirma que cette arme avait remporté la bataille des Ardennes pour les Américains. Il estimait qu'elle exigerait une refonte totale des tactiques de la guerre terrestre. Les soldats allemands tombés cette nuit de Noël près d'Echanach furent la victime d'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient impéri tous les coups de la fusée de proximité, une invention si révolutionnaire que son existence était classée au même niveau que la bombe atomique. Pendant plus de 2 ans, les forces américaines disposaient d'obus capables de penser seuls, de détecter un objectif proche et d'exploser automatiquement à la hauteur idéale pour causer le maximum de ravages. Et jusqu'à ce décembre glacial dans les Ardennes, ces obus étaient interdits d'usage sur terre ferme, de peur qu'un seul raté ne tombe aux mains de l'ennemi et ne dévoile le secret. Voici l'histoire de la façon dont des scientifiques américains ont réalisé ce que les ingénieurs allemands jugeaient impossible. Comment ils ont miniaturisé un radar complet pour l'insérer dans un obus d'artillerie.
comment ils ont préservé ce exploit du monde entier et comment, dans l'hiver désespéré final de la guerre, ils l'ont déchaîné contre les troupes allemandes au sol, avec un effet dévastateur. C'est l'histoire de la raison pour laquelle les soldats allemands refusaient de quitter leur bunker et de l'obus secret américain qui semait la mort du ciel. La fusée de proximité n'est pas née en Amérique, mais en Grande-Bretagne. En 1939, alors que la guerre éclatait en Europe, des chercheurs britanniques de l'établissement de recherche en télécommunications imaginèrent une idée novatrice. Et si un obus d'artillerie emportait son propre émetteur radio miniature? Et si cet émetteur détectait l'approche d'un avion et déclenchait l'explosion au moment précis? Ce principe supprimait les calculs impossibles de la défense anti-aérienne, où les servants devaient anticiper la position exacte d'un appareil rapide, plusieurs secondes à l'avance, et régler un timer mécanique pour l'instant précis. Avec les fusées à temps classiques, des erreurs de plus ou moins 100 yards étaient courantes. La plupart des obus éclataient dans le vide, tandis que les avions ennemis poursuivaient leurs assauts. Les scientifiques britanniques William Budd, Edward Shea et Amherst Thompson assemblèrent des prototypes fonctionnels pour fusées, avec la contribution de Samuel Curran aux travaux plus larges. Ils validèrent le principe, mais tirèrent aussi une conclusion alarmante. L'électronique nécessaire pour faire marcher une telle fusée devait résister aux forces les plus extrêmes concevables. Lorsqu'un obus d'artillerie est tiré, il subit des forces d'accélération avoisinant 20 000 fois la gravité terrestre. Un petit tube à vide, ne pesant que quelques grammes, subirait alors une charge effective équivalente au poids d'un adulte entier concentré sur un seul point. Les ingénieurs britanniques en conclurent que rendre des composants électroniques assez résistants pour endurer un tel traitement était tout bonnement impossible dans le contexte de la guerre. Ils se trompaient, mais les démontrer faux exigeait des moyens que seule l'Amérique détenait. En septembre 1940, un événement décisif survint qui allait modifier le cours du conflit. Poussé par le besoin urgent d'un soutien industriel américain, le gouvernement britannique envoya une mission secrète aux États-Unis, transportant les joyaux de sa technologie militaire. Cette délégation, baptisée Mission Tizard du nom de son chef, Sieur Henry Tizard, traversa l'Atlantique avec ce qui fut sans doute la cargaison la plus précieuse de toute la guerre. Elle emportait le magnétron à cavité, rendant le radar opérationnel, les avancées sur les turboréacteurs, les plans de torpilles perfectionnés et les premières études sur la fusée de proximité. Sir John Cockcroft, physicien qui avait fendu l'atome aux côtés d'Ernest Rutherford, figurait parmi les membres de la mission. Ce fut l'un des échanges les plus exceptionnels de secrets militaires jamais réalisés, un pari désespéré d'une nation aux prises seule avec l'Allemagne nazie. Le 19 septembre 1940, Cockcroft présenta aux scientifiques américains les recherches britanniques sur la fusée de proximité à la Carnegie Institution de Washington. Il détailla les progrès réalisés et les blocages insurmontables rencontrés. Les Américains suivirent avec attention, prirent des notes et posèrent des questions précises. À la fin de cette réunion, le défi était relevé. Parmi les auditeurs figurait Merle Teuve, physicien américain de 39 ans. Né en 1901 à Canton,
dans le Dakota du Sud. Tuve avait grandi dans cette petite ville des prairies, issue d'immigrés norvégiens dont les grands-parents avaient fui vers l'Amérique en quête d'un avenir meilleur. Son père, Anthony Tuve, dirigea le Augustana College pendant 26 ans. Sa mère enseignait la musique. À Canton, le jeune Merle était voisin et ami proche d'Ernest Lawrence, futur inventeur du cyclotron. Ensemble, ils bidouillaient des équipements télégraphiques dans la cave familiale, puis passèrent aux émetteurs radioamateurs, manipulant tubes à vide et circuits. Un parcours improbable pour celui qui dirigerait le projet électronique le plus confidentiel des États-Unis. Tuve officiait au département de magnétisme terrestre de la Carnegie Institution à Washington, où il s'était imposé comme un expert national en mesure radiopulsée de la haute atmosphère. Ses études, basées sur des ondes radio pour sonder l'ionosphère, avaient posé les bases du radar. Quand Tuve entendit les tentatives britanniques, il refusa leur verdict d'impossibilité technique. Il était convaincu que la science et l'industrie américaine triompheraient là où d'autres avaient échoué. En quelques semaines, Tuve fut nommé président de la section T du nouveau Comité national de recherche pour la défense. Le T renvoyait à son nom. Créé en août 1940 sous la houlette de Vannevar Bush, ingénieur formé au MIT, et rattaché directement au président Roosevelt, ce comité devint pivotal. Bush s'imposa comme l'un des grands administrateurs scientifiques de l'histoire américaine, pilotant non seulement le programme de la fusée de proximité, mais aussi le projet Manhattan. Il savait que la victoire réclamait une mobilisation massive des talents scientifiques. Doté d'une vision rare, Bush chargea discrètement et en secret Winfield Salisbury de Harvard de concevoir des contre-mesures à la fusée de proximité, car si l'arme pouvait être neutralisée, mieux valait que les Américains le sachent avant l'ennemi. En 2 semaines, Salisbury mit au point un brouilleur radio qui déclenchait les fusées à 4000 pieds de leur cible au lieu des 40 pieds là prévus. Cette révélation alarma tant Bush qu'il l'entoura d'un secret encore plus épais, craignant que l'armée n'hésite à déployer l'arme si elle apprenait sa vulnérabilité. Les contre-mesures furent prêtes, mais inutiles. Les Allemands ne percèrent jamais le secret de l'engin. Le collègue de Tuve, Richard Roberts, reproduisit rapidement le circuit britannique sur un banc d'essai et le fit fonctionner. Le problème théorique était résolu, la physique maîtrisée. Restait l'épreuve autrement plus rude. Faire survivre l'ensemble au tir d'un canon. Ce n'était plus une question théorique, mais un casse-tête d'ingénierie pratique. Tout composant impeccable en laboratoire s'anéantissait dès qu'il affrontait les forces brutales du tube d'un canon. Tuve gérait son labo avec une ferveur presque maniaque. Il placarda des affiches au mur, résumant sa doctrine. L'un d'eux proclamait « Je ne veux pas qu'un idiot fini dans ce laboratoire cherche à économiser de l'argent. Je veux seulement qu'il gagne du temps. » Un autre affirmait « Ne visez pas la perfection. À la guerre, un D suffit largement, mais un F est mortel. » F haute. Un troisième indiquait « Visez un travail à 80%, car nous ne pouvons pas nous offrir la perfection. » Ce n'était pas un projet universitaire où l'on pouvait traquer l'excellence pendant des années. C'était une course contre la mort, où chaque jour de retard signifiait davantage de marins alliés tués
par les attaques aériennes japonaises dans le Pacifique. Chaque semaine d'hésitation équivalait à davantage de villes britanniques ravagées par les bombes allemandes. En mars 1942, la section T avait dépassé les capacités de son premier local, le Cyclotron Building de la Carnegie Institution. Un contrat fut signé entre l'Office of Scientific Research and Development et la Johns Hopkins University, fondant l'Applied Physics Laboratory le 10 mars de cette année-là. Cette institution, qui perdure aujourd'hui comme un grand centre de recherche en défense, devint le centre névralgique du programme Proximity Fuse. L'équipe de Tube passa d'une poignée de centaines de personnes à plus de 1000 d'ici la fin de la guerre. Le laboratoire s'installa dans un bâtiment de Georgia Avenue à Silver Spring, Maryland. Un ancien garage de voitures d'occasion reconverti où des équipes de scientifiques et de techniciens œuvraient jour et nuit pour vaincre des énigmes inédites. Les défis techniques étaient colossaux, bien au-delà de tout ce que ces chercheurs avaient affronté auparavant. Le détonateur devait intégrer un émetteur-récepteur radio miniature demi-complet, un amplificateur pour renforcer les signaux réfléchis faibles, un circuit de mise à feu pour déclencher l'explosion au moment précis, une batterie pour alimenter l'ensemble et plusieurs mécanismes de sécurité afin d'éviter toute détonation prématurée avant le tir ou juste après la sortie du canon. Tout cela, environ 130 composants électroniques, dont 4 ou 5 tubes à vide miniature, devaient tenir dans le nez d'un obus d'artillerie standard, d'environ 6 pouces de long sur 3 de diamètre. Chaque élément devait résister non seulement à une accélération de 20 000 fois la gravité lors du tir, mais aussi à la rotation induite par le canon rayé, atteignant 25 000 à 30 000 tours par minute. L'obus tournoyait comme une balle pour stabiliser sa trajectoire, soumettant ses composants internes à une accélération linéaire au lancement et à des forces rotationnelles à des centaines de tours par seconde. Ces contraintes défiaient l'imagination. Les ingénieurs estimèrent durant la fraction de seconde du passage dans le canon. Un tube à vide de 3 subirait une force équivalente à 140 livres. Comme l'expliquait un ingénieur, imaginez une femme adulte posant tout son poids sur un talon aiguille en stiletto, appuyé sur un frêle tube de verre. Voilà le stress que devaient endurer ces pièces, non pas une fois en conditions contrôlées, mais des millions de fois en production de masse. Un jeune physicien nommé James Van Allen, qui gagnerait plus tard la célébrité pour avoir identifié les ceintures de radiation autour de la Terre, passa ses années de guerre à l'Applied Physics Laboratory sur ce problème précis. Sa mission consistait à concevoir des tubes à vide, résistants aux tirs de canon. Mon travail principal portait sur le développement de ce qu'on appelait un tube à vide renforcé, écrivit plus tard Van Allen. Nombreux étaient ceux capables de survivre à une accélération de 20 000 fois la gravité en traversant le canon d'un canon naval de 5 pouces. Partant de tubes miniatures pour exotismes produits par des firmes comme Raytheon et Sylvania, Van Allen et ses collègues mirent au point des méthodes pour endurcir les fragiles structures de verre et de métal contre les chocs. Ils testèrent des designs d'électrodes planaires pour mieux répartir les contraintes. Ils comblèrent les vides internes avec de la cire pour équilibrer les pressions
lors des accélérations brutales. Ils positionnèrent méticuleusement chaque élément pour atténuer les vibrations susceptibles de générer de faux signaux ou de briser des parties délicates. La résolution du problème d'alimentation fut tout aussi astucieuse. Les premiers détonateurs recouraient à des piles sèches classiques qui se dégradaient en entreposage. Après 8 mois sur une étagère d'entrepôt, leur fiabilité tombait à 50%. La chaleur tropicale aggravait encore les choses, un écueil majeur pour les unités destinées au Pacifique. La percée survint avec ce que les ingénieurs baptisèrent la batterie de réserve. À l'intérieur du détonateur trônait une ampoule de verre remplie d'électrolytes liquides, entourée de plaques d'électrodes en zinc et plomb inertes. Au repos, la batterie demeurait inactive, offrant une durée de conservation quasi illimitée. Le détonateur pouvait croupir des années dans un dépôt de munitions sans altération. Mais au tir, l'accélération phénoménale brisait l'ampoule. La rotation de l'obus propageait alors l'électrolyte vers les plaques par force centrifuge, produisant du courant en quelques fractions de seconde. La batterie délivrait plusieurs volts tout au long du trajet de l'obus. Un délai largement suffisant pour toucher l'objectif. La fusée de proximité reposait sur un principe d'une simplicité raffinée, masquant une complexité prodigieuse. Un unique tube à vide miniature y assumait à la fois les rôles d'émetteur et de récepteur radio, produisant une onde radio continue aux alentours de 180 à 220 MHz. La coque de l'obus elle-même agissait comme antenne, diffusant ce signal dans toutes les directions pendant le vol du projectile. Dès que l'obus s'approchait d'une surface réfléchissante, avion, sol ou véhicule, l'onde émise rebondissait vers lui. Vu la vitesse élevée de l'obus, cette onde réfléchie subissait un léger décalage de fréquence dû à l'effet Doppler, comme chez les physiciens. C'est le même phénomène qui modifie le ton d'une sirène d'ambulance en passant. Plus aigu en approche, plus grave en s'éloignant. De même, la réflexion radio d'une surface proche variait en fréquence par rapport au signal initial. À l'intérieur de la fusée, la superposition du signal émis et de l'écho produit une fréquence de battement audible, autour de 200 à 800 cycles par seconde. Des circuits électroniques surveillaient l'intensité de ce signal de battement. Lorsque son amplitude franchissait un seuil précis, signe que l'obus était à portée létale de la cible, un tube spécial nommé tiratron se déclenchait. Cela déchargeait un condensateur via un détonateur électrique, amorçant la charge explosive de l'obus. Tout ce processus s'enchaînait de manière autonome, sans aucun calcul ou intervention humaine. L'obus percevait son environnement et choisissait le moment de l'explosion. Le coup de génie de ce dispositif résidait dans l'élimination des calculs impossibles des fusées d'artillerie classiques. Une fusée mécanique à temps exigeait des servants d'estimer précisément la durée de vol jusqu'à la cible et de régler manuellement la valeur. Contre des avions, cela impliquait de deviner la position d'une cible, filant à des centaines de miles à l'heure quelques secondes plus tard. Les équations intégraient des vitesses du vent, température de l'air, altitude, trajectoire et vitesse de l'avion, plus des dizaines d'autres facteurs. Les erreurs étaient inévitables, et la plupart des obus explosaient inoffensivement loin de leur but. Mais la fusée de proximité n'exigeait rien de tel. Il suffisait à l'obus de frôler la cible
La fusée gérait le reste en explosant au moment idéal. Plusieurs sécurités empêchaient une explosion prématurée. 3 interrupteurs de recul à l'intérieur ne se fermaient que sous l'accélération extrême du tir, évitant tout armement en cas de chute ou de manipulation fautive. Un mécanisme à horlogerie centrifuge imposait un délai d'armement d'environ 4 dixièmes à 6 dixièmes de seconde après la sortie du canon. Pendant ce temps, une barrière physique isolait le détonateur de la charge principale. Seule la force centrifuge de la rotation de l'obus, une fois le délai écoulé, écartait cette barrière. L'ensemble du processus d'armement durait environ 1 seconde, assez pour que l'obus s'éloigne largement des forces amies. La supériorité létale des obus à fusée de proximité sur l'artillerie standard n'était pas progressive. Elle était révolutionnaire, transformant radicalement les capacités du canon. Lors d'un impact au sol d'un obus classique, près de la moitié des éclats s'enfoncent dans la terre, gaspillant son énergie en entonnoir sans tuer, sauf si un ennemi se tient pile au point d'impact. Les autres fragments partent en éventail rasant, presque parallèle au sol. Un soldat couché à plat échappe au pire, les éclats le survolant. Dans un trou de tir, le risque de blessure est de 2 à 5% seulement. Les tranchées et abris bunkérisés atténuent encore plus la menace. Pendant des millénaires, l'instinct de s'enterrer et de se plaquer au sol avait été la meilleure parade de l'infanterie contre les tirs d'artillerie. La fusée de proximité renversa totalement cette logique millénaire en explosant à 30 à 50 pieds sèches du sol, hauteur optimale pour les obusiers de 105 mm et 155 mm. Elle enveloppe la zone d'un cône destructeur. Les éclats pleuvent verticalement sur une vaste surface. Aucune énergie n'est perdue en creusement. Le périmètre mortel s'abat droit dans les trous de tir, tranchées et positions fortifiées jadis protectrices. Le rayon létal double grosso modo par rapport à une explosion au sol. Comme la surface croît au carré du rayon, la zone tuée s'étend en réalité par 4. Des études de guerre variaient. Les obus à fusée de proximité étaient 5 à 10 fois plus efficaces que les munitions à fusée d'impact classiques. Vannevar Bush chiffrant un gain par 7 contre les avions. Le secret entourant le programme de la fusée de proximité ne le cédait qu'à celui du projet Manhattan, qui forgea la bombe atomique. Les ouvriers des usines Sylvania, chargés de fabriquer les tubes à vide essentiels, étaient fouillés à l'entrée et à la sortie des sites. Il leur était interdit d'apporter sacs ou sacs à main de toutes sortes. Les services de police et de pompiers locaux n'avaient même pas accès aux bâtiments, même en cas d'urgence. La production était strictement cloisonnée. Ceux qui assemblaient une pièce ignoraient totalement ce que fabriquaient les autres ou à quoi servait l'ensemble final. Les plans et schémas voyageaient entre les usines sous escorte armée. Les 87 entreprises et 110 usines impliquées dans la fabrication faisaient appel à plus de 2000 fournisseurs et sous-traitants, la plupart ignorant ce qu'ils produisaient réellement. La marine avait inventé une appellation trompeuse pour l'arme, variable time fuse ou VVST-fuse. Ce terme avait été forgé par le capitaine S.R. Shoemaker, précisément pour égarer quiconque l'entendrait. Variable time était techniquement exact, car le moment de la détonation variait selon la proximité de la cible.
mais il ne laissait rien transparaître sur la technologie radio intégrée. L'armée utilisait son propre nom de code, POSIT. Au printemps 1943, les chefs d'état-major interalliés avaient officialisé la désignation T, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un simple label sans signification propre. Le programme figurait parmi les 3 avancées technologiques majeures de la guerre, au même titre que le radar et la bombe atomique. La fusée de proximité avait mobilisé 87 sociétés gérant 110 usines pour produire plus de 22 millions d'exemplaires à un coût supérieur à 1 milliard de dollars en monnaie. Des années 1940. Le prix unitaire était passé de 732 dollars en 1942 à seulement 18 dollars en 1945, grâce à une cadence atteignant 70 000 fusées par jour. La fusée de proximité avait fait ses premières victimes le 5 janvier 1943. Le croiseur léger USMS Helena affrontait des bombardiers en piqué japonais au large de Guadalcanal. Lorsque le lieutenant Red Cochrane, commandant la batterie arrière de 5 pouces, lança des salves de nouveaux obus équipés de fusées VT. Au moins un obus explosa assez près d'un appareil japonais pour le faire tournoyer et s'abîmer dans l'océan. Ce fut le premier avion ennemi, détruit délibérément par une munition à fusée de proximité. Le commandant William Parsons, délégué du Bureau of Ordnance, qui avait lui-même livré les fusées à la flotte du Pacifique, assista à cette validation d'années d'efforts acharnés. Les chiffres du Pacifique étaient révolutionnaires. En 1943, seuls 25% des obus antiaériens navals étaient dotés de fusées VT, mais ils représentaient 51% des victoires aériennes, soit une supériorité par 3 sur les munitions classiques. En 1945, les obus à fusées VT étaient près de 6 fois plus efficaces que les fusées à temps. Sur les 278 avions abattus par des projectiles à fusée de proximité lors de la dernière année de la guerre du Pacifique, les analystes estimaient que seulement 46 l'auraient été avec des fusées conventionnelles. Les 232 autres appareils et leurs équipages auraient survécu pour mener leurs assauts à bien. Le second champ de bataille pour l'arme fut la protection de Londres face aux bombes volantes allemandes, Homme 1. Dès juin 1944, ces engins sans pilote semaient la terreur dans la capitale britannique. Le bourdonnement caractéristique de leur moteur annonçait la mort aléatoire. Quand le moteur s'arrêtait, les Londoniens savaient qu'ils avaient quelques secondes avant l'impact. Voltigeant à environ 400 miles par heure entre 2000 et 3000 pieds d'altitude, elles échappaient aux canons antiaériens classiques. Les fusées à temps exigeaient une précision quasi impossible pour intercepter de tels objectifs rapides. La section T adapta rapidement les fusées pour les canons anti-aériens britanniques de 3,7 pouces et américains de 90 mm, et des centaines de pièces équipées VT furent acheminées en urgence vers la côte de la Manche. Les performances furent spectaculaires. Le taux de V1 abattu par l'ATC-A côtière grimpa de 17% la première semaine à 74% fin août, culminant à 82% le meilleur jour.
Un des derniers jours de la campagne Sakrin, le radar britannique repéra 104 missiles en approche. Seuls 4 atteignirent Londres. Le général Frederick Pyle, à la tête du commandement antiaérien, écrivit dans le Times de Londres que la fusée de proximité avait permis ce succès à 100%. Le Premier ministre Winston Churchill reconnut personnellement le rôle salvateur de ces fusées développées par les Américains. Lorsque les attaques Pantan I se déportèrent sur Anvers après sa libération, Churchill autorisa des bombardiers Lancaster à transporter directement les fusées depuis Cincinnati vers Anvers. Une unique unité anti-aérienne anversoise détruisit 48 des 75 premiers en un qu'elle engagea. À la fin de la guerre, le tir anti-aérien à fusée F-30 avait abattu plus de 2000 F-1 se dirigeant rien qu'à Anvers. Pendant plus de 200, d'immenses stocks de fusées d'artillerie terrestre avaient été produits et expédiés en Europe. Des obus marqués POSIS s'entassaient dans des dépôts en France et en Belgique. Mais les chefs d'état-major interalliés en interdisaient l'usage. La crainte était évidente, des obus défaillants récupérés au sol pouvaient être analysés et copiés. Si les Allemands décryptaient le fonctionnement de la fusée, ils risquaient de l'utiliser contre les formations de bombardiers alliés abattant B-17 et B-24 avec une redoutable efficacité. Le projet prévoyait de déployer les fusées à détonation proximale pour l'artillerie de campagne dès le 25 décembre 1944. Mais les Allemands lancèrent leur assaut 9 jours plus tôt. Le 16 décembre 1944, plus de 200 000 soldats allemands, appuyés par près de 1000 chars, déclenchèrent une offensive massive à travers la forêt des Ardennes. L'opération Watch on the Rhine représentait le pari désespéré d'Hitler pour diviser les armées alliées et s'emparer du port stratégique d'Antwerp. L'attaque surprit totalement les forces américaines. La préparation allemande avait été minutieuse. Ils avaient choisi un secteur faiblement défendu, tenu par des divisions inexpérimentées, tout juste arrivées des États-Unis ou épuisées après de durs combats. Ils attendirent un temps couvert épais qui clouerait au sol l'aviation alliée. Ils imposèrent un silence radio absolu pour échapper à la détection des services de renseignement alliés. Ils frappèrent à l'aube dans des forêts qui canalisaient l'assaut tout en masquant son ampleur. En quelques heures, les positions défensives américaines s'effondraient. En quelques jours, un saillant périlleux s'était enfoncé dans les lignes alliées, nommant ainsi la bataille à jamais. Les officiers allemands comptaient sur la météo pour protéger leurs troupes en progression. Les nuages bas empêchaient les avions alliés de décoller et brouillaient la vue des observateurs d'artillerie. Les barrages à fusées temporisés à précision restaient impossibles. Les canonniers américains tiraient à l'aveugle, leurs obus explosant à des centaines de mètres des cibles. L'offensive avait été programmée pour profiter de ces circonstances. Ce que les Allemands ignoraient, c'est que les Américains disposaient désormais d'obus indépendants de toute observation. Des projectiles qui atteignaient automatiquement leurs objectifs, par n'importe quel temps, ou visibilité. Le 19 décembre, 3 jours après le début de l'offensive, le général Dwight Eisenhower réunit une conférence d'urgence à Verdun. Selon de multiples témoignages, il s'opposa avec véhémence aux restrictions qui interdisaient encore l'emploi des fusées fêtées
pour l'artillerie de campagne. La situation militaire était critique. Les avant-gardes allemandes approchaient de la rivière Meuse. Bastogne était encerclée. L'initiative avait basculé entièrement vers l'ennemi. 2 jours plus tard, le 21 décembre, toutes les limitations sur l'utilisation des fusées OVD furent levées. Les obus stockés depuis des mois furent libérés vers toutes les unités d'artillerie américaines du théâtre d'opération. Le colonel George Axelson, commandant le 46e Field Artillery Group à Mono, sur les pôles nord du Bulge, n'attendit pas l'autorisation officielle. Ses batteries appuyaient l'escadron de cavalerie 38e sous pression face à la 326e Volksgrenadier Division. Axelson venait de recevoir les nouveaux obus secrets. Il estima que l'urgence primait sur les règles et ordonna à ses servants de tirer des post-it round. L'assaut allemand s'effondra. L'effet fut immédiat et dévastateur sur tout le Bulge. Des soldats allemands, progressant à découvert, persuadés que la couverture nuageuse les mettait à l'abri de l'artillerie précise, se heurtèrent à un feu inédit et incompréhensible. Les obus ne donnaient aucun avertissement. Ils filaient plus vite que le son. Le premier signe d'attaque était l'explosion elle-même, en altitude, qui arrosait de fragments les positions jadis sûres. À Malmy, le 21 décembre, une unité spéciale allemande dirigée par Otto Skorzeny passa à l'assaut avec 2 compagnies de Panzergrenadier, des blindés légers, des véhicules américains capturés. Un char Sherman volait et 4 Panthers camouflés aux couleurs américaines. C'était la Panzer Brigade 150, formée pour la mission de capture des ponts sur la Meuse. Les défenseurs américains du 1er bataillon 120e Infantry Regiment de la 30e Infantry Division appelèrent l'artillerie en renfort. Le capitaine Murray Pulver raconta plus tard qu'il crut que tous les canons du 230e Field Artillery Battalion tiraient pour eux. Le tir de barrage compta environ 3000 obus, dont des projectiles à détonation proximale en éclatement aérien. L'effet fut si terrifiant que certains assaillants allemands se précipitèrent dans le feu d'artillerie en hurlant le mot allemand de reddition, préférant cela aux éclatements en l'air. Skorzeny lui-même fut blessé par des éclats. Le 23 décembre, des centaines de soldats allemands avaient péri sous les obus à fusée proximale sur le front des Ardennes. La brigade de Skorzeny fut retirée le 28 décembre. Dans les forêts denses des Ardennes, une terreur supplémentaire amplifiait la létalité des fusées. Les explosions dans la canopée des arbres arrosèrent les troupes en dessous, non seulement de fragments d'acier, mais d'une pluie mortelle, d'échardes de bois issues des branches brisées. Cet effet de fragmentation secondaire, due aux détonations au milieu des arbres, plutôt qu'au-dessus de terrains découverts, générait une tempête de shrapnel ligneux que nulle tranchée ne pouvait arrêter. Un officier américain d'ordonnance rapporta avoir découvert 96 corps allemands d'une seule patrouille piégée dans une posite forest. Les corps, écrivit-il, semblaient passer à la moulinette. L'impact psychologique sur les troupes allemandes fut profond et abondamment documenté par les interrogatoires de prisonniers. Les soldats sortaient des barrages à fusées éventés dans un état de stupeur. Un Allemand capturé évoqua des explosions rapides et puissantes contre lesquelles il n'existait aucune parade. La règle de survie classique apprise par tout militaire, creuser un trou, se plaquer au sol, attendre une accalmie,
n'avaient plus cours. Les trous d'hommes n'offraient aucune sûreté face aux éclats tombant à la verticale du ciel. Même les abris renforcés de rondins étaient transpercés. Les services de renseignement américains signalèrent que les officiers allemands promettaient des récompenses à quiconque ramènerait une fusée intacte. Ils savaient affronter une innovation sans précédent, sans toutefois en identifier la nature. L'Allemagne menait des recherches sur les fusées de proximité dès le début des années 1930, explorant plus de 30 prototypes variés, acoustiques, électrostatiques ou radio. Aucun n'aboutit à la production en série. Ces ingénieurs avaient jugé impossible la miniaturisation avec les technologies disponibles. Ils butaient sur le même défi, mais par une autre voie, aboutissant à une impasse. L'une des ironies majeures de la guerre survint quand les forces allemandes s'emparèrent d'un dépôt américain dans les Ardennes, contenant 20 000 fusées de proximité. Or, des années plus tôt, leurs experts avaient écarté cette possibilité. Les électroniques miniaturisées ne résisteraient pas aux accélérations du tir d'artillerie. Un raisonnement ingénieux, mais erroné. Ils ne comprirent jamais leur prise de guerre. Les fusées restèrent aux mains des Allemands, leur secret préservé par l'incrédulité de l'ennemi. Les États-Unis produisirent en urgence 200 brouilleurs radio, par mesure de précaution, en cas de découverte par les Allemands. Ils ne servirent jamais. L'adversaire demeura dans l'ignorance jusqu'à la fin du conflit. Le changement de comportement le plus marquant fut le refus des soldats allemands d'obéir aux ordres de déplacement sous les tirs d'artillerie. Plusieurs témoignages le qualifièrent de quasi-meute. Les hommes sentaient intuitivement un basculement fondamental. Toutes les techniques pour survivre au bombardement étaient obsolètes. L'endroit le plus sûr était au fond d'un bunker à Ilzy-Claquemuré. Lors de l'opération Norwind, l'offensive allemande en Alsace lancée dans la nuit du 30 et 1 décembre 1944, la fusée de proximité prouva encore sa supériorité. Un soldat de la 44e division d'infanterie nota que les obus américains à fusée de proximité, au lieu d'exploser au sol, avec un effet réduit sur les hommes à plat ventre, détonèrent à environ 30 pieds de hauteur, arrosant d'éclats les positions couchées. Quand un régiment entier de la 17e division SS Panzergrenadier passa à l'attaque, plus de la moitié des Allemands fut tuée ou blessée par l'artillerie avant même le début de l'assaut. À Elsenborg Ridge, pivot essentiel de l'épaule nord de la poche, l'artillerie américaine accomplit un exploit. Plus de 10 batteries concentrèrent leur feu sur les assaillants allemands. Le 26 décembre, la 246e division Volksgrenadier tenta une ultime charge contre les positions de la 99e division d'infanterie et fut, selon un récit, fauchée dès son lancement. La concentration de tirs d'un corps d'armée américain rendit la position imprenable. L'offensive allemande sur l'épaule nord se heurta à un mur d'acier. Environ 200 000 obus à fusée de proximité furent tirés durant la bataille des Ardennes. Sur les 3 mois, de la poche à la traversée du Rhin, le feu anti-aérien à fusée de proximité abattit plus de 1000 avions allemands. L'arme, si longtemps secrète, s'épuisait désormais par dizaines de milliers, métamorphosant le champ de bataille d'une façon que les commandants allemands ne parvenaient ni à saisir,
ni à contrer. Toute évaluation honnête de l'effet des fusées de proximité à la poche doit tenir compte de la nuance historique. L'histoire officielle de l'armée américaine, rédigée par Hugh Cole, affirme que l'arme ne fut utilisée que sporadiquement avant la contre-offensive alliée de début janvier, et que les affirmations post-war sur son rôle décisif pour stopper l'avance allemande sont grandement exagérées. L'autorisation d'usage sans restriction n'intervint que le 21 décembre, 5 jours après le début d'une bataille où les défenses cruciales d'Elsenborn Ridge, Saint-Vith et Bastogne étaient déjà engagées. La réalité se situe sans doute entre l'enthousiasme de Patton, qui crédita la drôle de fusée de la victoire à la bataille des Ardennes, et le scepticisme de Cole. La fusée brilla surtout dans des contextes tactiques précis, quand les Allemands étaient pris à découvert, par temps exécrables empêchant l'ajustement des tirs à fusée horaires classiques, ou de nuit, où les défenseurs exigeaient un feu précis sans repérage visuel. Dans ces situations, son efficacité s'avérait absolument dévastatrice, comme l'attestent les pertes humaines au Sour River et à Malmy. Le prix en vie humaine de cette arme retomba sur de jeunes hommes qui ignoraient totalement ce qui les tuait. Nombre des prisonniers capturés après les barrages à fusée, VTT, étaient des garçons de 17 ou 18 ans, formés en à peine quelques semaines. Ils formaient les réserves humaines d'une machine de guerre en pleine déliquescence. Jetés au front face à une technologie que leurs officiers ne saisissaient pas et ne parvenaient mais pas à contrer. Ils périrent dans des forêts gelées, loin de chez eux, abattus par des obus fabriqués par des ouvrières américaines qui montaient des électroniques délicates sans savoir à quoi elles servaient. L'effort de production de la fusée de proximité incarnait la civilisation industrielle américaine en pleine mobilisation totale. À la fin de la guerre, plus de 22 millions de fusées avaient été produites. 87 entreprises géraient 110 usines, avec plus de 2000 fournisseurs et sous-traitants. Sylvania Electric Products devint le principal fabricant des tubes à vide essentiels, fournissant in fine 95% de tous les tubes pour fusées de proximité. Au pic de production, Sylvania sortait 400 000 tubes par jour, soit les 2/3 de la production totale de l'industrie radiophonique américaine d'avant-guerre. Le programme fut l'une des premières applications en grande série des circuits imprimés, une innovation qui transforma l'industrie électronique d'après-guerre. Les méthodes mises au point pour que l'électronique résiste à des accélérations extrêmes trouvèrent ensuite des usages dans les missiles, les vaisseaux spatiaux et finalement les miniatures qui caractérisent la technologie contemporaine. Une usine General Electric, jadis dédiée aux guirlandes de Noël, fut reconvertie pour fabriquer ces tubes miniatures critiques. Les milliers de femmes employées chez Sylvania et ailleurs, assemblant les pièces avec minutie, prenaient part à une révolution industrielle qu'elles n'auraient pu imaginer. Merle Tuve reçut la médaille présidentielle du mérite des mains du président Truman après la guerre et fut nommé commandant honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique. Lors d'une cérémonie de remise de prix, il refusa avec sa grâce habituelle tout crédit personnel, affirmant que la fusée de proximité n'avait pas été inventée par un seul homme, mais résultait d'un assemblage d'inventions anciennes et nouvelles, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne.
En novembre 1942, James Van Allen fut nommé lieutenant de vaisseau dans la Naval Reserve. Il appareilla de San Francisco à bord du navire de troupes USS Republic, chargé de près de 6000 projectiles à fusée de proximité ultra secrète. À son arrivée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, quartier général de la flotte du Pacifique Sud, il passa des mois à superviser des évaluations de tirs réels en combat depuis des navires de guerre avant de rentrer à Washington. Plus tard, il installa des stations de reconditionnement dans les dépôts de munitions du Pacifique de Nouméa à Eniwetok pour résoudre les problèmes de durée de vie en entrepôt qui provoquaient un taux élevé de ratés. Il offrit une fusée de proximité, Mark 58 au Smithsonian en 1993. Le commandant William Parsons, témoin du premier succès au combat, contribua aux 3 technologies décisives de la guerre: le radar, la fusée de proximité et la bombe atomique. Il servit ensuite comme armurier lors de la mission Kirasa-Hiroshima, armant l'engin en vol au-dessus du Pacifique. La fusée de proximité introduisait une nouveauté dans l'art de la guerre. Pour la première fois, un projectile emportait son propre cerveau. Il décidait en temps réel du moment de l'explosion, en détectant son environnement et en réagissant sans intervention humaine. À cet égard, c'était la première arme intelligente, bien des décennies avant que ce terme n'apparaisse dans le jargon militaire. Les obus qui s'abattirent sur les soldats allemands dans les Ardennes paraissent rudimentaires selon les critères actuels, mais ils annonçaient un avenir où les armes penseraient de plus en plus par elles-mêmes. Bien que l'existence basique de la fusée de proximité ait été dévoilée au public via des actualités cinématographiques, peu après la guerre, les archives techniques et opérationnelles détaillées restèrent classifiées jusqu'en 1976, plus de 30 ans après la victoire. Ralph Baldwin publia The Deadly Fuse en 1980, offrant le premier récit public exhaustif. Le livre de James Finney Baxter, Scientist Against Time, primé au Pulitzer en 1946, avait effleuré la fusée de proximité dans le contexte plus large de la mobilisation scientifique de guerre. Mais les détails complets demeurèrent secrets. Même aujourd'hui, malgré d'excellentes histoires dédiées, la fusée de proximité reste étonnamment méconnue par rapport aux autres prouesses technologiques majeures du conflit. Les scientifiques qui l'ont créée n'ont jamais obtenu la reconnaissance publique réservée à ceux du projet Manhattan. On peut aujourd'hui voir des exemplaires de la fusée de proximité dans les collections du National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution. Ces artefacts, que l'on peut tenir dans le creux de la main, symbolisent l'une des réalisations d'ingénierie les plus décisives du XXe siècle. Des modèles en coupe révèlent l'agencement complexe de tubes à vide, de piles et de circuits devant résister à des forces capables d'écraser de l'acier. Ce qui subsiste, ce sont les témoignages de ceux qui ont subi ces effets. Le secrétaire à la marine James Forrestal a affirmé que la fusée de proximité avait ouvert la voie vers le Japon, précisant qu'en l'absence de la protection offerte par cet appareil aux navires de surface de la flotte, l'avance vers l'ouest n'aurait pas été aussi rapide et les pertes en vies humaines et en bâtiments auraient été bien plus lourdes. L'amiral Lewis Strauss l'a qualifiée d'une des innovations militaires les plus originales et efficaces de la guerre, estimant qu'elle figurait parmi le petit nombre de progrès
comme le radar, sur lesquels la victoire avait en grande partie reposé. Les soldats allemands survivants de l'Ardenne avaient appris à redouter une arme invisible et incompréhensible. Ils avaient compris que le ciel s'était mué en ennemi, que les obus les dénichaient même dans l'obscurité ou sous les nuages, que les trous d'hommes ne garantissaient plus de refuge. Ils désobéissaient aux ordres, les exposant à découvert sous le feu de l'artillerie, préférant la sanction disciplinaire à la menace mortelle, venue d'en haut. Ils incarnaient les témoins d'une révolution guerrière qu'ils ne parvenaient pas à saisir. La fusée de proximité avait transformé l'air en arme létale. Un obus n'avait plus à toucher sa cible. Il lui suffisait de s'en approcher. Le pacte ancestral entre l'infanterie et le sol, la promesse que creuser pouvait sauver la vie, fut rompu à jamais dans les forêts gelées de l'Ardenne, en décembre 1944. Les scientifiques américains avaient réalisé l'impossible aux yeux des ingénieurs de nombreux pays. Ils avaient miniaturisé un radar complet, l'avaient rendu résistant à des accélérations censées le détruire, et l'avaient dissimulé dans des projectiles tombant sur des hommes sans parade. Cette technologie, née dans des laboratoires britanniques et affinée dans des usines américaines, avait redéfini la confrontation à l'artillerie. Le soldat ne pouvait plus miser sur ses calculs et sa formation. Les équations de la survie avaient été réécrites par des physiciens dans un laboratoire du Maryland, par des ouvrières montantes des tubes à vide dans des usines de l'Ohio, par des ingénieurs obstinés refusant l'échec. Leur invention avait fauché des milliers de soldats allemands, ignorant ce qui les frappait. Et elle avait préservé d'innombrables vies alliées, sinon perdues, face aux avions japonais ou aux assauts terrestres allemands. Aujourd'hui, les héritiers de cette première arme intelligente guident les missiles avec une précision au centimètre. Des fusées de proximité sous diverses formes équipent encore les arsenaux militaires du globe. Les principes élaborés par Tove, Van Allen et leurs équipes ont été perfectionnés et réduits à une échelle inimaginable pour eux. Mais l'idée fondamentale perdure. Une arme capable de percevoir son entourage et de réagir surpasse en mortel celle qui en est incapable. La fusée de proximité en a apporté la preuve au-dessus du Pacifique, dans la défense de Londres et dans l'enfer glacé de la bataille des Ardennes. Selon le décompte de Patton, 702 soldats allemands périrent au Sauer River dans la nuit de Noël 1944. Parmi les premières troupes au sol de l'histoire terrassées par une artillerie à fusée de proximité, ils traversaient un pont de bois dans le noir, persuadés que la météo les abritait. Ignorant que les obus grimpant vers eux renfermaient de minuscules émetteurs radio, détectant leur présence pour exploser au moment idéal de dévastation. Ils moururent sans savoir ce qui les avait tués, victimes d'un secret jalousement gardé plus de 2 ans, d'une arme que leurs propres ingénieurs avaient jugée irréalisable. Leur fin scella un tournant non seulement dans cette bataille, mais dans l'histoire de la guerre elle-même.